RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous accueillons Pascal Canfin, l'écologiste numéro 2 de la liste Renaissance. C'est la liste La République En Marche aux élections européennes, emmenée par Nathalie Loiseau. Monsieur Canfin, bonjour. Bonjour. Vous avez retourné votre veste ? Bah écoutez, non, je crois pas. Toujours là. Moi, j'ai été écologiste, et je suis écologiste et je serai demain écologiste. La question, c'est comment on gagne. Et aujourd'hui, la seule liste qui peut, d'une part, battre le Front National et deux, faire changer les lignes au sein du Parlement européen, où beaucoup de choses se jouent, sur l'écologie, mais pas seulement, c'est la liste Renaissance. Donc, au contraire, je suis totalement fidèle à mes valeurs et à mes convictions. Je vous pose cette question directe parce que ça a semé le trouble, votre arrivée sur cette liste En Marche, puisque, semble-t-il, vous aviez renoncé à devenir ministre de l'Environnement ou de l'écologie d'Emmanuel Macron, et puis finalement quelques semaines, quelques mois plus tard, on vous retrouve sur cette liste en Macronie. Justement, ça prouve que quand je considère que les conditions ne sont pas réunies, je sais dire non, et quand je considère au contraire que le jeu en vaut la chandelle, je dis oui. Qu'est-ce Donc qui a c'est changé ? très cohérent. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que c'est pas la même chose être ministre ou être candidat aux élections européennes. On voit bien que c'est pas la même fonction. Là, moi, je me bats pour non seulement l'écologie, mais aussi pour l'Europe. Et on voit bien que on est dans des temps troublés en Europe. Le Brexit, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Italie, et donc cette bataille pour l'écologie, c'est aussi une bataille pour l'Europe que je défends, que je mène, et donc c'est très cohérent d'être là où je suis aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas une caution ? Si j'étais tout seul, je serais une caution. Or, il y a au moins un quart de la liste en position éligible, bien évidemment, sinon ça va être trop facile, qui a des convictions très très fortes sur l'écologie. L'ancien secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand, une ancienne navigatrice, Catherine Chabot, Fabienne Keller, une proche d'Alain Juppé, dont on connaît les convictions écologistes, et je pourrais comme ça donner d'autres noms. Donc si j'étais tout seul, pas Nathalie Loiseau. Si, bien sûr, mais aujourd'hui on a tous ces convictions. Là, je parlais des gens qui ont. Je serais incapable de dire, si vous voulez, quel est le passé écologiste de Nathalie Loiseau. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas des convictions. Bien évidemment, on partage les mêmes et c'est le même projet. En revanche, il y a des gens sur cette liste qui l'ont prouvé à travers leurs actions concrètes depuis le début. Et l'éleveur Jérémy de Serles, alors il y a un éleveur, c'est génial, oui. Jeune paysan qui est numéro 4 de votre liste. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais comment on peut avoir dans la même liste un éleveur et l'écolo Pascal Canfin ? C'est ça qui est super. C'est que d'habitude, on se met sur la tronche. D'habitude, il y a d'un côté les écologistes, de l'autre côté les agriculteurs. Mais si on veut changer les choses, si on veut aller vers moins de pesticides, plus de santé publique pour les consommateurs, meilleure biodiversité, plus de bio, plus de circuits courts, plus de local, etc., il faut le faire contre les agriculteurs ou il faut le faire avec les agriculteurs. Et donc, c'est précisément ce qu'on fait. Et on s'est mis d'accord avec Jérémy. Opposer les écologistes aux agriculteurs ? Parfois, c'est pas absurde parce qu'il y a des extrémistes dans tous les camps. Toutes les idées ont leurs extrêmes, leurs fondamentalistes. Et puis, il y a ceux qui essayent de construire les ponts. Et Jérémy de Serles, ancien président des Jeunes Agriculteurs, et moi, on construit des ponts entre les écologistes d'un côté et les agriculteurs de l'autre, autour de 3 priorités. La première priorité, c'est du revenu pour les agriculteurs. Juste un chiffre. Un agriculteur sur 4 vit un revenu qui est inférieur au seuil de pauvreté. Qui peut se satisfaire de ça ? Les écologistes, pas les écologistes, tout le monde. Personne ne peut se satisfaire de ça. Donc on mène ce combat ensemble. Ensuite, plus de protection, par exemple, contre la concurrence déloyale des produits qu'on importe, mais qui ne respectent pas les mêmes normes. On mène ce combat ensemble. Et puis, évidemment, plus de transition écologique, moins de pesticides, la sortie du glyphosate, etc. Et c'est formidable qu'au lieu de s'opposer, au lieu de débattre, des polémiques, etc., au contraire, sur la même liste, avec le même projet, enfin, on écrive ce chemin ensemble. Jacques ? Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas sur la liste de Jadot ? C'est quand même là où il y a le plus d'écolos. Mais justement, l'écologie, elle appartient à personne. Oui. L'écologie n'appartient à personne. L'air que vous respirez, il est de gauche, il est de droite. L'eau dans laquelle on va se baigner en Méditerranée quand il y a du plastique, c'est dégueulasse. C'est à gauche, c'est à droite. Donc l'écologie, elle appartient à personne. Oui, mais les réponses peuvent être de gauche ou de droite. Ça veut dire qu'il faut de l'écologie partout. Si on veut, et je pense qu'on est tous concernés par le dérèglement climatique, par la pollution de l'air, par la pollution de l'eau, par le plastique, on est tous concernés. Est-ce qu'on va continuer à s'opposer en disant toi t'es un vrai, toi t'es un pur, toi t'es un salaud, toi t'es... Non, au contraire, on agrège les énergies et on crée enfin cette transformation dont on a tous besoin. Et donc moi je crée des ponts, pas des murs, je travaille avec tous ceux qui viennent d'origines différentes, mais qui ont le même projet, qui est de enfin réussir cette bataille fondamentale contre le dérèglement climatique, pour ne prendre que cet exemple.
Au Parlement européen, votre groupe ne sera pas majoritaire. C'est quand même le PPE. Il risque d'être le plus nombreux. Il peut y avoir une majorité. Le PPE, c'est la droite. La droite, PPE, PSE. Et finalement, vous serez quoi avec les libéraux-démocrates? Donc, alors ça, c'est un peu compliqué. On va essayer de simplifier les choses. On va en parler. Mais justement, je vais en parler. on vote pour des députés européens français, mais ensuite, ces députés français vont se mettre dans des groupes. Et parfois, exactement. Donc, déjà, la grande différence, pour que chacun comprenne, la grande différence entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale en France, c'est que le Parlement européen est élu au scrutin proportionnel. Ça veut dire que personne n'a la majorité tout seul. Et depuis la première élection au suffrage universel du Parlement européen, c'est-à-dire les années 70, il y a 2 groupes qui dirigent ensemble. La gauche, les socialistes, et la droite. Personne ne le sait. En France, c'est inimaginable. C'est ce qui se passe en Europe depuis 40 ans. Pour la première fois depuis 40 ans, aucun de ces 2 groupes, si j'en crois les sondages partout en Europe, ne vont avoir la majorité à eux seuls. Ça veut dire qu'on va enfin sortir... PSE justement, et libéraux-démocrates. Mais justement, enfin, on va sortir de la cogestion entre la gauche et la droite. Et on va bousculer ça. Et nous, on va créer, avec d'autres, bien évidemment pas tout seul, on va créer avec d'autres un groupe central qui pèsera au nom aussi de la France. Parce qu'un des sujets, personne aussi ne réalise à quel point c'est tragique pour l'influence française en Europe, le fait qu'en 2014, la première liste qui a été élue au Parlement européen, c'est la liste du Front National. Et lorsque le Front National sort premier, ça veut dire qu'il y a le maximum de députés français qui viennent du Front National. Comme ils s'opposent à tout, ils sont en minorité sur tout. Voilà, je ne peux pas dire ils servent à rien. Ils ne servent à rien. À partir du moment où c'est le premier bataillon, ça veut dire que l'influence française perd considérablement. Là, ça va être l'inverse. Si nous, on sort premier, quand en plus on a la possibilité de s'associer évidemment avec le poids du président de la République, qu'on soit d'accord ou pas avec le président de la République, je pense que chacun peut essayer de reconnaître objectivement qu'il essaie de bouger les choses en Europe. C'est un des trop rares, malheureusement, qui le fait. Parfois, il gagne, parfois, il perd, mais c'est comme ça. Là, on va pouvoir remettre la France au centre du jeu, à la fois au Parlement et au Conseil avec les autres États. Et ça, c'est franchement une nouvelle donne qui va s'ouvrir. Anas Kazib. Moi, je vous dis honnêtement, un écolo sur la liste de la République En Marche, pour moi, c'est du charlatanisme. Pourquoi ? Du charlatanisme. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que l'environnement, parce que vous avez dit une phrase sur laquelle on peut être d'accord, l'air que l'on respire, il est ni de gauche ni de droite. Je pense que l'environnement, il appartient à tout le monde. Tout à fait. D'accord ? La planète appartient à tout le monde. La planète appartient à tout le monde. L'écologie, c'est une stratégie politique. D'accord ? C'est comment on fait en sorte que l'environnement se porte mieux. Vous qui êtes ancien président de WWF, je suis désolé, il y a un reportage, et je salue le reportage de Netflix qui est en cours en ce moment, qui passe en ce moment, qui est fantastique. On ne peut pas à un moment donné se dire écolo et être dans la liste de la République En Marche. Pourquoi ? Une macroniste, d'accord ? d'un président Macron qui a mis en 2015 la mise en place des autocars Macron, d'accord, les autocars qui sont venus remplacer un certain nombre de lignes. Et moi, le cheminot, je peux vous le dire, je vois au quotidien, et les usagers aussi le voient au quotidien, les fermetures de lignes, les fermetures de gares remplacées par les autocars. Lorsqu'on sait que quasiment plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par les grandes entreprises, lorsqu'on sait que la surproduction par la pêche, et ça c'est dans le reportage de WWF qui explique que la surproduction de pêche est beaucoup plus nocive que l'ensemble des polluants plastiques dans l'océan. À un moment donné, lorsqu'on est dans le camp de ceux qui font la politique du ruissellement, de ceux qui sont là pour financer et faire des cadeaux fiscaux aux plus grands, moi je vois pas ce qu'un écolo pense faire là-dedans. Je pense que Nicolas Hulot était aussi écolo, mais dans la stratégie, et c'est là la différence, je pense qu'on ne peut pas être d'accord sur OK, l'environnement, il appartient à tout le monde, la planète appartient à tout le monde. L'écologie, c'est une stratégie, et pour moi, l'écologie, elle doit être anticapitaliste. Si on n'a pas une écologie qui attaque de plein fouet les premiers responsables de la pollution mondiale et ceux qui causent les catastrophes naturelles, et vous le savez, hein, vous étiez avant d'être sur la liste en marche, vous étiez là-dedans. Donc, pour moi, c'est un non-sens. Je ne comprends pas ce que vous faites dans cette liste-là. Vous définissez, j'ai vu votre fil Twitter, comme marxiste révolutionnaire. Vous avez parfaitement le droit, mais ça veut dire que tout passe au prisme du marxiste révolutionnaire. C'est-à-dire que si vous n'avez le droit d'être rien, si vous n'êtes pas anticapitaliste, marxiste et révolutionnaire. J'ai jamais dit ça. Moi, c'est pas mon cas.
Très bien. Et c'est ce que je vous retire pas le droit de vous dire par ailleurs favorable à la lutte contre le dérèglement climatique, écolo si c'est une définition qui vous intéresse vous-même, mais ne m'enlevez pas le droit de l'être et n'enlevez à personne le droit dans la société française de l'être. Je vais vous donner des exemples concrets. Quel est le seul chef d'État qui, il y a 15 jours, s'est opposé à l'ouverture d'un accord commercial avec les États-Unis de Donald Trump au nom du fait que les États-Unis sont en train de sortir de l'accord de Paris sur le climat? Quel est le seul chef d'État? Macron. Quel est le seul, il y a 15 jours, quel est le seul pays au monde qui interdit un colorant, le 171, au nom du principe de précaution, parce que ça pourrait être cancérigène, notamment dans les bonbons pour nos enfants? Le seul pays au monde qui le fait, c'est la France. Et je pourrais multiplier comme ça. Le seul pays au monde. Toute la litanie mais bien de tout sûr, le contraire et le rallongement du glyphosate. Mais justement, c'est l'inverse. Alors, parlons du glyphosate. A félicité Monsieur Bolsonaro au Brésil, Monsieur Bolsonaro en termes d'écologie. Non, il n'a pas félicité. Comment vous pouvez dire ça? Attendez, il a félicité sur sa Monsieur Macron a félicité. Écoutez, personne. Non, Monsieur Macron, vous racontez vraiment n'importe quoi. Non, mais attendez, Monsieur Macron a félicité lors de l'intronisation de. Mais non, c'est deux chefs d'État, vous dites voilà, vous êtes là, je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes président du Brésil, on va travailler ensemble, bien sûr que si. Mais bien sûr que si, il a fait sur l'Ukraine, mais bien sûr que si, bien sûr que si. Non, ça c'est vraiment... Non, mais en tant qu'écolo, on parle de monsieur Pascal Canfin, qui est un militant écolo. Non, mais Anas, les présidents félicitent les autres présidents, c'est pas pour ça qu'ils sont d'accord avec ce qui... Bien sûr, surtout qu'il avait dit respect de l'état de droit, de l'écologie, l'accord de Paris au climat. Non, franchement, là, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Là, franchement, c'est juste faux ce que vous racontez. À un moment donné, vous parliez du glyphosate. Quel est le seul pays en Europe qui a comme ambition de sortir du glyphosate en 3 ans? Le seul. C'est pas la Suède, c'est pas la Norvège, c'est pas l'Allemagne, c'est la France. Quel est le seul pays qui a interdit sur son sol la production d'hydrocarbures, c'est-à-dire de pétrole, de gaz, y compris les gaz de schiste, etc. C'est qui? C'est la France. Donc évidemment, on n'en fait pas assez. Et je suis le premier à vous dire. Trop parfois aussi parce que. Regardez la taxe carbone. La taxe carbone, la France est le pays qui a le prix, la taxe sur le carbone le plus élevé. Ça a contribué à quoi? À lancer les gilets jaunes. Ça veut dire que quand on va trop vite, finalement, peut-être il faut reculer. Et donc c'est pour ça qu'il faut un chemin équilibré. Et c'est exactement ce que je défends depuis que je me suis engagé en politique. Je vais me faire le porte-parole de notre agriculteur Didier Giraud ici, qui vient chaque semaine, qui élève des bovins et qui lui dit on va trop loin en fait. La France impose des normes que nos voisins européens n'ont pas et on se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi commercer, faire face à la concurrence. Et contrairement à ce que dit Anas, la France se veut souvent en pointe sur des normes, mais des normes qui font finalement du mal à notre économie parce que on se charge la barque en fait. Donc vous voyez bien qu'en tout cas, l'idée selon laquelle on peut pas être écologiste et défendre un projet sur la liste Renaissance, je pense qu'elle tient pas la route une seconde pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Et vous dites même, et certains le disent, attention, en fait, on va trop loin. Donc entre ceux qui disent on fait rien, qui ont tort, et ceux qui disent attention, il faudrait rien faire parce que certes la planète c'est important, mais attention, il y a quand même telle et telle raison pour pas bouger. Nous, on essaye de construire un chemin équilibré. Ce chemin équilibré, par exemple sur l'agriculture, puisque vous citez votre chroniqueur agriculture, c'est exactement celui qu'on est en train de construire avec l'ancien président du syndicat des jeunes agriculteurs, Jérémy De Serle, et on le fait ensemble. Et sur la question des normes et de la protection, typiquement, le 171 dont on parle, c'était une décision la semaine dernière, il a été interdit pour les producteurs français, les transformateurs français, mais aussi pour les biens importés. Parce que sinon, évidemment, on dirait c'est une contrainte pour les producteurs français, il suffit d'aller de l'autre côté de la frontière et vous faites sauter la contrainte. Donc évidemment, on le fait aussi porter sur les biens importés. Je vous donne un autre exemple. Le traité avec le Mercosur, donc l'Argentine et d'autres grands pays d'Amérique du Sud, qui sont des très gros producteurs de viande. La France a dit, c'était il y a 3 semaines, 1 mois devant le congrès de la FNSEA, que nous ne signerions pas un accord commercial qui aurait comme conséquence d'importer davantage de bœuf argentin, par exemple, qui contribue à la déforestation de l'Amazonie, puisqu'on remplace les arbres de l'Amazonie par du soja qui nourrit les bêtes, et qui en plus ne respecte pas les mêmes normes sanitaires, par exemple le bœuf aux hormones, etc. Donc on a dit non.
Voilà, c'est des exemples concrets, c'est pas mais ça ne la change parole. rien, monsieur Mais Canfin. bien sûr que si, ça change justement. Il y a pas, c'est pas de la parole, c'est pas des Pourquoi ça change engagements rien pendant 20 ans. Mais Ce sont des décisions aujourd'hui. Pourquoi ça change Monsieur rien? Canfin, attendez. Vous êtes sur la liste aux européennes de la République en marche. Vous venez avec aussi une carte de visite. Vous êtes l'ancien président de WWF. J'en suis fier. Vous n'êtes pas monsieur Durand qui se préoccupe aussi un petit peu de l'écologie. Votre carrière est du militantisme écolo. Merci et là, vous êtes en train de nous servir la soupe de quelques mesures. Il a dû rester militant. Non, mais parce qu'à un moment donné, on sait très bien que alors, le réchauffement. Mais comment tu fais pour changer les choses alors? Mais moi, je suis pour un tournant radical. Mais le problème, c'est que monsieur Canfin l'a dit. Moi, je suis marxiste. Ça veut dire nous, on est des utopiques. Nous, on est des. On a vu ce que ça avait donné le marxisme. On a déjà essayé. On est minoritaire. Non mais attendez, Anas, on a déjà essayé. Anas, on a déjà essayé. On l'a essayé, oui. Bon, ça s'est pas très bien passé. C'est mal terminé. C'est un détail de l'histoire, j'imagine. C'est un détail de l'histoire. La question de l'écologie est centrale. Aujourd'hui, on le voit avec tous ces jeunes lycéens partout dans le monde, les étudiants qui se mobilisent. À un moment donné, il y a une urgence. C'est-à-dire que moi, j'ai 32 ans. Mes gamins, j'ai un enfant de 3 ans et demi et de 6 ans et demi. Je ne sais pas quel va être leur avenir. D'accord ? Je ne sais pas ce que va être la planète dans 20 ou dans 30 ans. Alors si les solutions, c'est juste, on va réduire un peu le glyphosate, on va réduire telle ou telle chose. Enfin, vous savez très bien, sans tournant offensif sur l'écologie. Réponse de Pascal Canfin. Justement. Parce que vous avez raison sur ce que vous venez de dire, la mobilisation de la jeunesse, l'urgence climatique, et moi aussi j'ai des enfants. Il faudrait que je dise, je regarde ça sur les tribunes et moi je ne viens pas sur le terrain. Non, je viens sur le terrain quand les conditions sont réunies. Et il y a 2 minutes, vous me disiez, regardez, c'est scandaleux la position de la France sur le glyphosate. Je vous ai répondu, maintenant vous dites, c'est pas avec des mesurettes sur le glyphosate. C'est pas une plus-value Pascal Canfin, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Où est la plus-value Pascal Canfin? Par exemple, mais il y a 2 minutes, vous me disiez que ça servait à rien. Et il y a 2 minutes, vous me disiez que la France avait la pire des positions. Je vous ai démontré qu'on est les seuls en France, on est les seuls en Europe, voire même les seuls au monde à le faire. Et maintenant que je vous ai répondu, vous dites non, c'est des mesurettes. Soyez cohérents. Évidemment, moi je ne crois pas au grand soir écolo. Le grand soir écolo, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que demain, il n'y a plus de plastique. D'accord, c'est-à-dire que demain c'est plus possible. Ça, c'est pas le capitalisme. C'est dans ce studio, RMC, vous faites le choix de dire je vais prendre une bouteille en plastique. Concrètement, si on est des millions à supprimer ça, il faut pas sortir du capitalisme pour sortir du glyphosate. Il faut pas sortir du capitalisme pour passer du pétrole aux énergies renouvelables. Il faut pas sortir du capitalisme. On peut le faire avec énormément d'outils qui sont maintenant. Vont vendre leurs bouteilles dans quoi? Ils font autre chose. Je vais vous donner un exemple. SodaStream. Alors non, mais on peut prendre des exemples concrets. Bien sûr. Il y a des alternatives. Et prenez l'eau du robinet. Il y a aussi des entreprises qui font de l'eau du robinet, d'accord, Général des Eaux, etc. Donc ça veut dire que c'est une autre entreprise. Voilà, donc c'est de tout temps l'économie a évolué. Avant, on faisait du charbon en France. Moi, mon grand-père, il était mineur de fond dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Donc il faisait du charbon. Aujourd'hui, il n'y en a plus. D'accord ? Et on fait autre chose. Et donc, hier, on faisait du pétrole et du gaz. On peut sauver la planète en maintenant le capitalisme. Mais en maintenant l'économie. Parfois, l'économie, elle est publique. Et parfois, les services de santé, c'est public. L'éducation, c'est public. La culture, c'est public. Et parfois, elle est privée. Et c'est l'addition des deux. Encore une fois, si on est vraiment sérieux par rapport à ce combat qui est le mien de toutes mes tripes, alors il ne faut pas opposer. Il ne faut pas faire de la polémique. Il faut agréger et il faut avancer. On va continuer d'en parler. Question de Fatima, de Jacques et d'Anas dans un instant. Pascal Canfin passe le grand oral des GG. À tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Chaque jour, nous pouvons être en contact avec des bactéries et des virus très contagieux, pouvant entraîner atteinte cérébrale, surdité, complications pulmonaires, paralysie. Heureusement, nous sommes protégés sans même nous en rendre compte, puisque nous sommes vaccinés. Contre de nombreuses maladies graves, la meilleure protection, c'est la vaccination. Pour tous ceux que vous êtes. Nouveau T-Cross.
Ça fait déjà 3 jours que j'ai arrêté de pleurer. C'est bien. J'ai fini par intégrer le fait que leur carte de crédit offrait bien plus d'avantages que la mienne. Mais elle est rectangulaire, comme la mienne. Ça fait un point commun. Et moi, ça m'aide beaucoup. Merci Jean-Jacques. Vous voyez, ce qui est admirable, hein, c'est qu'ils intègrent. Sauf qu'elle est super, leur carte. Tais-toi, Jean-Jacques, tais-toi. Tais-toi, Jean-Jacques. Il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et vous, qu'attendez-vous? Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7lm.fr. Je pensais que Trivago, ça servait juste à rechercher des hôtels. Mais on peut trouver des maisons et des appartements aussi. Et c'est le même principe. Des centaines d'offres issues de sites du monde entier recensés au même endroit. Juste ce qu'il me faut. Un hôtel? Trivago. Salut Chantal. Salut Patrick. Yes. Avant, vous ne vous aimiez pas avec votre deuxième paire. Mais ça, c'était avant. Pendant les jours Chris, la deuxième paire de marque est offerte. Allez. Dispositif médical. Salut, ça va? Bienvenue. Allez, viens. L'aventure votante, vivez-la à 100 à l'heure grâce à la fibre. Et en ce moment, profitez de SFR Fibre à seulement 15 € par mois pendant un an, puis 38 €. Appelez le 1090. SFR, enjoy. Comme Julien, vous pourriez gagner 335 € en moyenne sur votre assurance auto en gardant les mêmes garanties. On a tous quelque chose à gagner sur lesfurets.com. Quand vous êtes un marchand de sable, vous savez que personne ne dort de la même façon et que c'est impossible de trouver le bon matelas qui convient à tous. Jusqu'à aujourd'hui. Emma, le matelas pour tous est du produit de l'année. Ni trop ferme, ni trop souple. Testez-le pendant 100 nuits sans risque. Dormez mieux, dormez heureux. Emma. Commandez-le en ligne dès maintenant. Si j'ai réussi, c'est aussi grâce au conseil de ma femme. Alors quand elle m'a recommandé sa banque en ligne, je n'ai pas hésité. Votre carte Visa Premier est gratuite. Before Bank, la banque selon moi. Et en ce moment, 120 € offerts pour une première ouverture d'un compte bancaire et d'un livret. French Panache. Les nouveaux parfums pour lui et pour elle. Par Lacoste. Du grand oral de Pascal Canfin, numéro 2 de la liste La République En Marche aux Européennes, avec Jacques Maillot, Anas Kazib et Fatima Ibounoua. Fatima. Vous avez écrit un essai qui s'intitule « Ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire ». Et vous vous retrouvez finalement avec un ancien banquier. Justement. Juste ma question, est-ce que là, on doit le croire, il fait partie de ce presque où le banquier est sincère ? Moi, j'ai écrit ce livre auquel vous faites référence juste après la crise financière, et parce que j'ai déjà été parlementaire européen pendant 3 ans, justement dans la commission du Parlement européen qui traite de toutes les règles qui encadrent les banques, les bourses, les compagnies d'assurance, les fonds spéculatifs, etc. Donc c'est mon histoire, l'encadrement de la finance. Et le seul produit financier qui ait jamais été interdit après la crise financière de 2009, ça s'appelle techniquement les CDS, et c'est moi, au Parlement européen, qui menait la négociation, et j'ai réussi à faire une alliance avec la droite européenne qui est majoritaire au Parlement européen, vous le disiez, donc ça veut dire que je peux travailler avec tout le monde sur des objectifs précis. Pragmatisme. Exactement, et on l'a interdit. Et voilà, c'est le seul produit, c'est moi qui le fais. Donc je suis très fier de ça. Et donc au Parlement européen, de nouveau, je me battrai pour que la finance soit non pas spéculative et dérégulée, mais utile notamment pour lutter contre le dérèglement climatique. Vous allez plus loin que ça, parce que dans votre essai, vous parlez du lobbying des banques, Absolument. Vous parlez du pouvoir de la finance sur la politique et comment les politiques doivent reprendre ce pouvoir-là. Est-ce que là, c'est le cas? Où on en est dans cette histoire-là? Et notamment dans votre parti, La République En Marche? On n'en fait pas assez. Et moi, j'ai été, là aussi, c'est pareil, c'est les 2 choses peut-être dont je suis le plus fier lors des 3 ans de mandat de Parlement européen. C'est que j'ai initié la première ONG de contre-pouvoir à la finance de marché, qui s'appelle Finance Watch, qui continue d'exister, où en tant que parlementaire européen, moi, j'ai été sidéré de voir que
on passait notre temps à recevoir les banques, les compagnies d'assurance, les bourses, etc. Et en face, il n'y avait aucune ONG capable, avec un peu d'expertise, de faire le contrepoint. Et donc j'ai suscité, et là encore, je ne l'ai pas fait tout seul dans mon coin, parce que je crois à l'action collective, pas à l'action individuelle. Je l'ai fait avec les parlementaires européens de tous bords, tous, qui m'ont rejoint et qui ont dit OK, on va tous s'associer pour soutenir la création d'une ONG, puis ensuite elle est indépendante et elle part. Et donc la tension, la relation entre la politique d'un côté, la société civile et la finance d'un troisième, pour moi c'est fondamental et c'est un élément clé de la démocratie. Il faut travailler plus longtemps ? J'aime bien la transition. Alors, si vous faites référence aux propos du président de la République, moi je me pose la question sur l'objectif. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de financer ce qu'on appelle la dépendance. Aujourd'hui, c'est la situation actuelle, ce sont des chiffres que vous pouvez aller vérifier, un mois en EHPAD, ça coûte à peu près 1 900 €. La retraite moyenne, c'est 1 300 €. La retraite des femmes, en moyenne, c'est 1 000 €. Ça veut dire que si on ne socialise pas, si on ne mutualise pas ensemble de quoi payer, prenons un EHPAD, ça peut être évidemment de l'accompagnement à domicile, etc. Mais je prends cet exemple-là. Pour notamment les femmes qui ont des revenus qui sont vers les 70, 80, 90 ans, beaucoup trop faibles pour se payer cet EHPAD, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on les laisse toutes seules. Se démerder, vous me passez l'expression. Moi, je veux pas de ça. Je veux une société qui soit solidaire, même si je veux pas demain sortir du capitalisme. Je veux une société solidaire. Si on veut une société solidaire, notamment avec les femmes de 85, 90, 95 ans, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se payer un EHPAD, alors il faut mutualiser. Et si on veut mutualiser, il faut créer des ressources collectives supplémentaires. Pourquoi vous parlez pas de la prise en compte des supplémentaires congés mater, la période, parce que les femmes, non, mais on peut poser une question sur la dépendance. Là, on est sur la dépendance. Comment financer ? Oui, non, mais monsieur Canfin parlait du salaire des pensions de retraite des femmes qui ont moins de 1 000 €. Du coup, elles ne pouvaient pas payer. Vous inquiétez pas, j'ai suivi pareil que vous la conversation. La question des femmes et des pensions de retraite des femmes, c'est souvent par rapport aux périodes de congé maternité et de ces périodes-là qui ne rentrent pas non plus dans leur calcul dans les 25 meilleures années. Et le problème, c'est que c'est jamais pris en compte. La période des 25 meilleures années, lorsqu'il y a des périodes de congé maternité, de garde d'enfants, elles ne sont pas prises en compte, ces périodes-là. Enfin, c'est lié à plein de facteurs, le fait que les femmes aient une retraite plus faible, parce que le salaire est plus faible. Oui, aussi. Parce qu'elles travaillent moins, parce que elles ont plus les enfants à la maison, etc. etc. Là, en l'occurrence, sur la question précise, c'est donc soit on confie ça au privé, première option à l'américaine, soit on socialise et on fait une sorte d'extension de la sécurité sociale sur ce qu'on appelle le risque de dépendance. Donc il faut le financer. Et pour le financer, une partie pourrait être effectivement de dire on prend une journée dans l'année, ce qui génère à peu près 3 milliards d'euros de ressources supplémentaires. Maximum, 2,3 milliards. D'accord, entre 2,5 et 3. Et ça contribue au financement collectif de la solidarité nationale. On l'a déjà fait pour la dépendance, c'était Jean-Pierre Raffarin, après la canicule. Le lundi de Pentecôte devait être travaillé par tout le monde. Finalement, il est travaillé, on ne sait plus trop qui travaille pas. Non, parce qu'en fait, c'est une journée, ça revient au même. Parce qu'en gros, justement, c'est une journée qui vous est retirée dans un volume annuel, et c'est vous, individuellement, qui choisissez si vous continuez de ne pas travailler le lundi de Pentecôte ou si, au contraire, vous prenez une autre journée. Heureusement, laissons de la flexibilité, laissons à chaque famille le soin de s'organiser. Il y a une taxe sur la dépendance, c'est 0,3% du salaire. Mais c'est précisément cette taxe. Mais non, justement, c'est ça le sujet. Oui, mais elle existe. Mais vous voulez augmenter. Oui, c'est ça. Ça revient à la même chose. C'est pour augmenter la taxe sans pénaliser les entreprises. Parce que je ne vois pas pourquoi c'est là une PME qui devrait payer la dépendance, il n'y a aucune raison. Donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est collectivement on fait un effort qui passe par cette taxe. Non mais justement, mais Pascal Canfin, c'est là je comprends pas, parce qu'on peut pas à la fois dénoncer la pression fiscale, c'est plus possible, c'est insupportable, et inventer une nouvelle taxe, parce que c'est une taxe. Non. Un jour férié, travailler, c'est comme si c'était une taxe. Mais si, c'est la même chose. Alors, on va le dire autrement. Sur les mots, là. On va le dire autrement. C'est la politique, c'est des choix. Oui. Donc il y a un autre choix, c'est baisser les dépenses publiques. Justement. Mais il l'a dit aussi. Vous êtes un peu mou du genou. Pas du tout. Il l'a dit aussi. On va baisser les dépenses publiques. Et si je vous dis, on l'a dit, mais on sait pas où. Alors vous aurez monsieur qui va dire c'est scandaleux les services publics. Et il aura. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut trouver le chemin équilibré. Il y a un bout qui dépend de l'efficacité de la dépense publique. En France, on est les champions du monde et de la fiscalité et de la dépense publique.
Donc, est-ce qu'on a pour autant le taux de pauvreté le plus faible? Non. Le taux de chômage le plus faible? Non. Les meilleurs services publics et notamment l'école? Non. Justement, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on trouve le bon équilibre. Donc, oui, il faut améliorer l'efficacité de la dépense publique. Oui, il faut diminuer le taux d'impôt, notamment sur les classes moyennes, et inversement augmenter celui sur les plus riches, d'où la lutte contre l'évasion fiscale, qui est un de mes combats personnels. Et puis, il faut aussi, à un moment donné, si on ne veut pas que ça passe par l'assurance privée, la dépendance, le fait de vivre jusqu'à 90, 95, 100 ans, c'est une bonne nouvelle. Donc, pas forcément. Non, mais je veux dire, alors, pas forcément, ça dépend dans quel état. Vous dites, voilà. Si je suis un poids pour mes enfants, donnez-nous l'âge à laquelle la fin. Non, ça dépend. Non, le vrai progrès, c'est de vieillir en bonne santé. Voilà. Exactement. Et d'être indépendant et de ne pas vivre de la dépendance. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de personnes de 80, 85 ans qui sont encore indépendantes et en bonne santé. Et tant mieux. Tant mieux. Mais seulement, ça a une conséquence. Cette conséquence, c'est juste que ça coûte de l'argent. Donc, il faut bien le financer. C'est tout. Mais vous ne pensez pas... Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on nous sort une forme de pirouette rhétorique avec cette idée d'objectif. Donc, vous allez... Mais on a vu que les gens avaient envie que ce soit fléché, que ce soit ciblé. Il faut que ce soit fléché. On a vu que là, c'est le nouveau ressort. Impératif. Et que ça marche. Donc là, on dit, cette journée-là, c'est pour aider les seniors. Et comme ça, si quelqu'un conteste, ça tue la contestation. Parce que si on conteste, on va dire, vous êtes un égoïste, vous ne voulez pas aider les seniors. Alors qu'on a vu qu'à plein de moments, c'est ça la pirouette rhétorique, mine de rien. On a fait un peu la même chose pour les 80 km/h. On a dit les 80 km/h, si on baisse, ça peut sauver des vies. Donc quand on posait des questions et quand on critiquait, on dit vous êtes pour la mort, vous ne voulez pas sauver des vies. Vous êtes beauf, fumeur de... Ça s'appelle de faux syllogisme. Je déteste ça. Parce qu'un syllogisme, c'est une réflexion logique et on peut faire de faux syllogismes. Et très souvent en politique, on nous sert ça. Alors ça marche alors dites-moi en quoi il est faux. Et là, parce que est-ce que ça va être efficace, efficient? Est-ce que c'est quel jour va être choisi? Comment c'est fléché vers la dépendance exactement? Il y a toutes ces questions-là et vous le présentez d'une façon simple alors que c'est loin d'être simple finalement. Bien sûr, mais c'était un premier échange. Donc ensuite, quel jour va être choisi? D'abord, il faut que le président de la République s'exprime et qu'il dise qu'il va aller dans cette direction. Je n'en sais rien. Vous me posez la question, je vous réponds parce que je ne suis pas dans la langue de bois. Mais je ne sais pas si le président de la République va choisir ça. Une fois qu'il a choisi ça, la question c'est quel jour? C'est une autre question. Ensuite, vous le faisiez vous-même référence. C'est pas parce qu'on dit c'est ce jour-là. En fait, c'est théorique, puisqu'ensuite vous pouvez poser à la place un jour de congé ou un jour de RTT. Donc, ça c'est un jour qui est pris dans l'année. Et comment c'est fléché? Et ensuite, comment c'est fléché? Ça, pour le coup, ça c'est un engagement qui doit être pris. Et je vous rejoins totalement. Il faut absolument que ce soit totalement transparent et fléché. Sinon, les Français vont dire on me prend encore d'un côté et en fait, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, on sait que le lundi de Pentecôte de Raffarin tout ne va pas à la dépendance. Ça, très honnêtement, je ne sais pas. Par contre, celui-là, ce qui est certain, c'est qu'il faut que 100%, puisque c'est la justification. Vous avez raison, c'est la justification. C'est ni un syllogisme ni de la rhétorique. C'est la justification financière qui fait que on vit et c'est une bonne nouvelle en bonne santé plus vieux. Mais à un moment donné, je n'y peux rien, on devient dépendant. Des petites questions rapides sur l'actualité. On a trop donné pour Notre-Dame. Les riches ont trop donné pour Notre-Dame. Alors là, c'est pareil. Et imaginez qu'aucune des grandes familles françaises n'ait donné le moindre euro. Imaginez qu'ils aient tous dit rien à faire. C'est pas mon problème. Tout le monde leur aurait sauté dessus en disant c'est incroyable. Vous avez des centaines de millions d'euros, il n'y en a pas un qui est capable de se bouger pour aider notre patrimoine national, voire même universel. Là, ils le font, tout le monde leur tombe dessus aussi. Donc, à quel moment vous faites quelque chose de bien dans ce pays? Non, je crois que je trouve formidable, là, parce qu'en 3 jours, en 3 jours, on a eu, plus de dons que 10 des plus grandes œuvres caritatives en 1 an. Pardon. Parce qu'il y a une émotion mondiale, parce que c'est le plus gros, c'est un joyau mondial, Notre-Dame. On peut pas le comparer à toutes les causes. Qui aurait dit quoi sur les riches? Vous, par exemple. Non, pas du tout. Moi, j'aurais dit quel égoïsme. Moi, j'aurais préféré qu'on mette l'ISF et qu'on prenne la totalité de l'ISF. Je vais multiplier par 6 les dons des riches. J'aurais préféré qu'on mette les 6 milliards de l'ISF dans la charpente de Notre-Dame. Là, c'est plus la solidarité. Exactement. Ça, c'est plus la solidarité, ça. Vous avez raison. Non. Oui, d'abord, 6 milliards, pourquoi on a besoin des dons? Moi, je crois. C'est plus un don, ce que tu crois en la solidarité. Je pense que si on récupérait de l'argent pour pouvoir financer notamment le patrimoine au-delà de la question uniquement de Notre-Dame, parce que il y a Notre-Dame déjà avant l'incendie
incendie, c'était une catastrophe en termes pour trouver du budget pour pouvoir l'entretenir, et c'est pareil dans plein d'autres endroits. Je suis désolé, on peut pas faire un procès en disant que tout le monde se serait jeté sur les riches. Les dons n'ont pas commencé avec Notre-Dame. Tu sais combien Bernard Arnault paye d'impôts chaque année en France ? Mais alors, il paye combien ? Mais il paye combien, lui ? J'en sais rien, moi. Tu sais combien il paye ? J'en sais, je vais te le dire, parce que tu le sais pas. 1,2 milliard. 1,2 milliard, c'est son groupe qui paye ça. 2,2 milliards. Mais encore heureux qu'il paye une taxe sur les entreprises. 1,2 milliard. Mais écoutez, mais attendez. Non, mais je te donne je vais te donner un autre exemple de Bernard Arnault. Bernard Arnault, par exemple. Non, mais il pourrait payer ses impôts ailleurs. Oui, mais Bernard Arnault, je suis désolé, il a fait plus de 25 milliards de profits en plus sur l'année 2018. Mais pas en France. Encore heureux qu'il paye 1 milliard. Vous voyez bien, il faut pas tout mélanger. Il y a la solidarité à un moment donné, et heureusement que les plus riches de notre communauté nationale contribuent à ça. Et moi, j'ai demandé à ce qu'ils renoncent à la défiscalisation. Pinault l'a fait, De Gaulle l'a fait, je crois que Arnault l'a annoncé aussi. J'imagine que l'immense majorité d'entre eux vont renoncer au dispositif de défiscalisation. Ça veut dire que c'est pas notre argent qui va venir combler en quelque sorte le leur, c'est intégralement 100% de leur propre argent. Ça, c'est la solidarité. Et s'ils n'avaient pas agi, moi je serais à votre micro, là, aujourd'hui, en disant c'est quand même incroyable que cela ne s'y intéresse pas. Première chose. Puis ensuite, il y a l'impôt. L'impôt, c'est pas un don, c'est pas la solidarité, c'est pas au choix, c'est pas volontaire, c'est une obligation de contribuer à la solidarité nationale. Et je vous rejoins, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, il faut impérativement renforcer nos dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale, parce que c'est insupportable que nous, on va dire classe moyenne, insupportable que nous, classe moyenne, on paye des impôts sur tous les revenus qu'on touche, et que quand on est très riche, on peut s'y évader. Alors maintenant, comment précisément, c'est là où l'Europe entre en jeu. Parce que concrètement, quand vous êtes un très riche Français ou un très riche Belge ou luxembourgeois ou italien ou espagnol, vous jouez des différents dispositifs nationaux. Et le seul endroit où on peut harmoniser ces dispositifs pour dire j'évite de mettre quelque chose en Irlande, puis un autre truc aux Pays-Bas, puis un troisième en Belgique, etc., pour à la fin payer zéro impôt, c'est ça Google par exemple, eh bien c'est l'Europe. Et quand l'Europe met une taxe sur Google à 20 milliards... Est-ce que l'Irlande va être d'accord là-dessus ? Est-ce que le Luxembourg va être d'accord là-dessus ? Justement, donc d'abord, ce qu'on propose, c'est de sortir de l'unanimité en matière fiscale. Première proposition. Deuxième proposition, si on n'y arrive pas, parce que vous avez raison, le Luxembourg ne va pas se faire harakiri tout seul. Et l'Irlande, alors. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on dit, il faut passer les questions, c'est un tout petit peu technique, excusez-moi, il faut passer les questions de fiscalité européenne, notamment de lutte contre l'évasion fiscale, des sujets dits de fiscalité où la base juridique, c'est l'unanimité, à des sujets de droit de la concurrence. Si vous dites, en fait, ce que fait le Luxembourg, c'est une atteinte à la concurrence européenne, parce qu'il tire tellement vers le bas le taux d'imposition qu'il empêche, il crée une concurrence déloyale. Ça n'empêche pas d'avoir M. Juncker qui est... Attends, laisse-le terminer. Non, mais mélangez pas tout, s'il vous plaît. C'est vraiment... Donc, si on arrive à gagner ça, alors on bascule totalement à l'envers. C'est-à-dire que la Commission a la possibilité d'agir directement. Elle ne demande même plus l'accord des États, en l'occurrence des Pays-Bas, de l'Irlande ou du Luxembourg. C'est les 3 pays avec Chypre et Malte qui sont les plus en cause sur ces sujets. Elle agit directement et elle sanctionne. Parce que le droit de la concurrence, c'est l'un des droits les plus intégrés en Europe qui donne à la Commission européenne, peut-être un des très rares, le pouvoir de sanctionner. On l'a vu sur Apple, on l'a vu sur Google et on peut le voir sur les États. Si on gagne ça, alors on change profondément la façon dont on peut vraiment lutter efficacement, et c'est mon but, l'efficacité, contre l'évasion fiscale. Et c'est un des combats très forts que nous mènerons au Parlement européen. L'évasion fiscale, il y a 2 choses. Il y a l'optimisation fiscale qui est légale et il y a la fraude fiscale. Absolument. La première fraude en France, c'est la fraude à la TVA. On le dit jamais, ça. On pense toujours que c'est des gens qui planquent leur argent en Suisse. Ça peut arriver, même d'anciens ministres. Mais avant tout, c'est de la fraude à la TVA. Complètement. Donc il y a l'évasion. Il y a la fraude fiscale, il y a la fraude quand on ne paye pas ses cotisations sociales, quand on fait du travail au noir. Tout ça, c'est la fraude. Et là, pour le coup, vous avez parfaitement raison de le préciser. C'est pas les très riches. C'est quand même beaucoup d'entreprises du bâtiment. Tout le monde, je pense, a des exemples en tête. Et puis, il y a l'évasion fiscale. L'évasion fiscale au sens international, au sens de je vais utiliser un dispositif fiscal extrêmement complexe avec des avocats que je paye très très cher pour localiser mes profits aux Caïmans, à Chypre, etc. Et à la fin, je paye zéro impôt. C'est le cas des multinationales américaine. La France a essayé de se battre pour avoir une taxation européenne. On est mieux placé. Les GAFA, Amazon, etc. Ça n'est pas passé, notamment parce qu'il y a 24 pays sur 27, britanniques exclus, je vais anticiper le Brexit, 24 pays sur 27 qui ont dit oui, mais il y en a 3 qui ont dit non. Résultat, c'est bloqué. Et ce qu'on fait, c'est que dans 24
chacun des pays, on va prendre la même taxe. Ce qui fait qu'on va contourner l'opposition, notamment de l'Irlande, et on va avancer. C'est comme ça qu'on construit de l'efficacité qui remet de l'argent dans les caisses pour que ce soit les très riches et les grandes entreprises qui payent et pas nous. Merci Pascal Canfin, le numéro 2 de la liste Europe Écologie. Europe Écologie, La République En Marche. Oh, le lapsus. Le lapsus. Oui. On savait plus si c'était Jadot ou Canfin. Merci Pascal Canfin. Merci. Allez, on enchaîne avec les GG, vous. Merci. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Laurent est avec nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Vous êtes routier du côté de Lyon. Vous vouliez interpeller Anas à propos de notre débat sur le temps de travail, les 35 heures. On réécoute notre cheminot. Enfin, c'est marrant. Avant, c'était travailler plus pour gagner plus. Là, c'est travailler plus pour financer la dépendance. Et demain, ça va être travailler plus tout court, quoi. C'est incroyable. Il n'y a plus rien à proposer. En même temps, en France, c'est vrai qu'on travaille moins que les autres. Non. Ça, c'est factuel. Hein. Oui, c'est factuel, mais les Français produisent. On travaille mieux. On est beaucoup plus rentable. Donc, comme quoi, dans un temps plus court, du temps de travail, de l'augmenter, c'est une supercherie. Je crois que la France, les Français, en taux horaire produit, sont 4e dans le monde. Allez, Laurent, je vous laisse avec Anas. Bonjour Anas. Bonjour Laurent. Bonjour, je vous adore déjà, faut que je dise ça. Merci, c'est gentil. Voilà, je voulais dire, moi je suis conducteur routier, Anas, et nous les heures on les compte pas. On a beau, tout le monde dit on est aux 35 heures et compagnie. Chez nous ça n'existe pas. Moi je fais 12 heures par jour minimum. Je fais de la distribution, magasin et compagnie. On travaille les jours fériés. Et là, quand j'entends les gens qui disent il faut travailler moins et moins et moins, et la maison ça sert à rien en fait. Nous, toujours, on est au boulot, on est au boulot, on est au boulot. Les gens, ils se rendent pas compte, en région parisienne, parce que j'étais en région parisienne, les gens ne se rendent pas compte que nous, on travaille la nuit, on livre les magasins la nuit, dans les quartiers, centre-ville de Paris. Et toujours, j'entends, il faut rester à la maison tranquillement, 8 heures par jour. Nous, ça n'existe pas, ça. Donc, je comprends pas. Il y a bien 2 France. Mais plus il y a 2 France, exact. Il y a plein de France. Et Anas, en plus... Le pire du pire, nous on bosse les jours fériés et tout, mais imaginez un mec comme moi j'ai 54 ans, bientôt. Imaginez un mec à 70 ans, il va être dans un camion qui fait 45 tonnes. C'est inimaginable ça. Vous pensez travailler jusqu'à quel âge? Moi, perso, 60, j'arrête. 58, 60, j'arrête. Et vous aurez Même suffisamment si j'ai pas cotisé? la retraite complète, c'est pas grave, j'arrête, c'est bon. Anas. Parce que c'est trop, c'est dangereux en fait. Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'étais sur ce plateau ici avec Monsieur Attal à l'époque, rappelez-vous, où on était au lendemain du débat de Marlène Schiappa et chez Cyril Hanouna, où elle disait le grand débat, on va remonter au président 55 ans de retraite, etc. C'est pour ça que moi j'émettais beaucoup de réserves sur la question du grand débat et de la résultante. Et on voit aujourd'hui ce qu'il en résulte, c'est au final, ça va toujours et systématiquement à l'encontre de la même catégorie, ceux qui font vivre le pays, qui travaillent, qui cotisent pour les retraités, pour la solidarité. C'est toujours pareil. Moi, je rejoins ce que dit Laurent. À la SNCF, il y a tellement d'images reçues. Il faut savoir qu'à la SNCF, on a ce qu'on appelle chez nous, c'est des GPT, des grandes périodes de travail où on travaille jusqu'à 48 heures. Ce sont des séries de 6 fois 8 heures. On fait des séries de 6 jours à coller avec 8 heures de service. De toute façon, les 35 heures, depuis Madame Aubry, qui a tout de suite lissé les 35 heures pour permettre la mise en place des RTT, il y a plus grand monde en vérité, comme ce que dit Laurent, que ça soit chez les routiers ou on peut le voir aussi avec le forfait jour. Enfin, moi je le dis, s'il y a des cadres qui nous entendent, le forfait jour n'est pas au-dessus de la loi. Le maximum, c'est 10 heures par jour, 12 heures sur décision de l'inspection du travail. Et moi, j'ai travaillé dans le privé. Je peux vous dire que je voyais mes collègues aller dans une boîte privée où il y a 50 salariés et faites des heures supplémentaires. Je connais aucun salarié qui va dire au patron, tu me dois tant d'heures. Les gens font plus que ce qu'ils sont payés. Et ça, c'est une vérité. C'est pour ça que pour moi, la seule chose qui permet de régler ces choses-là, c'est la loi, c'est de permettre de réguler ces choses plutôt que de laisser courir comme ça des moyennes où on mélange tout le monde. Et voilà la réponse, Laurent. Oui. Excusez-moi, Anas, c'est impossible de respecter les heures parce qu'on a un boulot à faire. Moi, je pars de la maison, c'est 4 heures du matin et je rentre à 18 heures.
Bon courage à vous, Laurent. Je vous envoie un t-shirt Merci. des grandes gueules. Merci d'avoir appelé au 32-16. Dans un instant, la suite des GG et vous, avec Joël notamment, qui voudra interpeller Fatima à propos de ce slogan qui a choqué samedi dans le cortège parisien des Gilets jaunes. À tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.